Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, comme tous les mois, vous avez du coup un récapitulatif de tous mes achats en VO du mois précédent. Et donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va voir mes achats VO du mois d'avril. Et on va commencer du coup par une nouvelle série dans l'univers de Spawn qui s'appelle Rat City, qui est une série un peu qui se passe dans le futur, dans un monde un peu cyberpunk. Et qui est du coup écrite par une femme qui s'appelle Erika Schultz et qui est dessinée par Zé Carlos, qui avait fait des couvertures dans des numéros de Spawn précédents, que je vous avais montré d'ailleurs dans des précédents comme coin HAVO. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce premier numéro de Rat City, c'est que ma foi, écoutez, c'est plutôt très sympathique. Déjà au niveau du dessin, j'aime beaucoup Zé Carlos, je trouve que c'est très réussi, mais j'aimais déjà beaucoup ses couvertures. Je trouve que son dessin se colle très bien à l'univers de Spawn, à l'atmosphère qu'on a sur toutes les autres séries. Et du coup, je trouve ça vraiment très cool. C'est un très bon point, enfin un très bon point d'entrée, un très bon premier numéro pour démarrer un univers, avec un très bon découpage. On comprend rapidement le personnage principal, on comprend rapidement comment est-ce qu'il devient une sorte de Spawn du futur. Et en même temps, il y a quand même beaucoup d'intrigues qui vous permettent de garder une sorte de volonté de suivre la série. Donc bah écoutez, Rat City, c'est une première très bonne série de l'univers de Spawn et j'ai hâte de suivre la suite pour le moment. Sachant qu'en plus, à la fin, dans ce numéro-là, on a en plus la chance d'avoir un peu des bonus, qui est rare en vrai dans les single issues en VO. On a des bonus, notamment des dessins de Zé Carlos, de ses recherches pour les Chara Design et de certaines pages un peu en noir et blanc qui étaient ancrées. Donc ça, c'était pour Rat City. Vous voyez, comme on a des belles pages. Celle-ci est très belle aussi. Donc c'était pour Rat City. Ensuite, du coup, on passe sur une autre nouvelle série, même si là, on est au numéro 2, c'est Sam & Twitch, qui est du coup une série qui a démarré le mois dernier, si vous aviez regardé le coin achat VO du mois dernier. Là, on est au numéro 2. Alors, au bout de 2 numéros, ce que je peux vous dire, c'est que ça démarre lentement. C'est un récit qui démarre lentement. Ça veut vraiment poser la relation entre les personnages. Parce qu'en effet, le début de la série, c'est que les deux inspecteurs de police de l'univers de Spawn, on va dire, s'engueulent à cause d'un problème de comportement de l'un des deux. Et du coup, il se passe qu'ils vont à peu près, on va dire, se séparer. Et pendant leur séparation, il va y avoir une enquête qui va se créer, un mystère à résoudre. Et on va voir, du coup, comment est-ce que les deux vont vivre leur vie de leur côté pendant ce mystère-là. Pour le moment, le mystère vient à peine de commencer, pour tout vous dire, au bout de 2 numéros. Donc, c'est lent, mais j'ai hâte de voir le troisième, parce que normalement, vu le cliffhanger du 2, le troisième devrait vraiment démarrer en trombe. Cette couverture-là, en plus, c'est une couverture variante. C'est pas la couverture principale, parce que j'aime pas trop la couverture principale de Sam & Twitch, qui était faite par Tadeusz Robeck. Et moi, j'ai pris celle-ci de Mirko Kolak, que je trouvais beaucoup plus jolie et beaucoup plus sympathique. Et d'ailleurs, le numéro 3 de Sam & Twitch, pareil, j'aime pas trop les couvertures de Jonathan Glapion. Et le problème, c'est que la variante, c'est aussi une couverture de Jonathan Glapion. Donc, bah, je suis obligé de prendre une couverture de Jonathan Glapion que je trouve pas très réussie. Mais bon, tant pis pour moi. Ensuite, on enchaîne avec ma série que je préfère depuis qu'elle a démarré dans l'univers de Spawn, c'est-à-dire Gunslinger. Et comme je vous l'ai dit les mois précédents, Gunslinger Spawn, à partir du numéro, je crois, 28, et bah, on a perdu le dessinateur d'origine de la série, qui était Brett Booth, qui est parti sur la série courante Spawn tout court. Et on a récupéré l'ancien dessinateur de la série Spawn tout court, qui est Carlo Barberi. Alors, je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment trop habitué au bout de 25 numéros de Brett Booth à avoir son dessin, son trait sur Gunslinger. Mais c'est vrai que je trouve le Gunslinger de Barberi plus jovial, plus sympathique, plus lisse. Même d'un point de vue purement design. Je le trouve un peu moins énervé, un peu moins badass, un peu moins épique. Ça change de ton, c'est particulier. Mais après, ça va avec l'histoire parce que c'est vrai que l'histoire change de ton aussi. On est sur toujours une sorte de road trip comme depuis le début. Mais on change de personnage qui l'accompagne, on change de plein de choses. Donc en soi, c'est pas déconnant, c'est pas moche, hein, parce que Carlo Barberi, moi j'aime toujours bien, ça reste stylé. Et comme je vous ai dit, ça garde une très bonne ambiance que je trouve colle bien à l'univers de Spawn en général et à tous les autres dessinateurs qui dessinent du Spawn. Donc ça me paraît pas déconnant. Mais voilà, c'est vrai que niveau dessin, j'aime bien, mais je préférais Brett Booth. Et je sais que c'est pas un avis, d'ailleurs, c'est pas un avis global partagé par tout le monde. Beaucoup de gens n'aimaient pas Brett Booth, par exemple. Donc, c'est vraiment purement subjectif. Mais sinon, d'un point de vue récit, Gunslinger Spawn, c'est un bonbon. Dès le numéro 1, vous le prenez. Vous suivez une sorte de grand road trip avec un personnage. Vous n'avez pas besoin trop d'avoir suivi les autres séries, c'est pas très important. Et vous allez vraiment kiffer, voir des dessins épiques, des aventures, des bastons. Et pour moi, vraiment, ça se lit tout seul. C'est un page turner, c'est super agréable à lire. C'est pas prise de tête du tout. C'est vraiment, pour moi, voilà, un blockbuster à lire super agréable. Donc, je vous conseille Gunslinger Spawn. Et d'ailleurs, j'aime bien cette couverture un peu en affiche de cinéma des années 70. Je trouve ça vachement cool. Cette couverture, d'ailleurs, qui était faite par Marco Faya ou Ravi Fernandez, l'un des deux. Ah bah tiens,
compliqué à dire, mais je pense que c'est... Comment je peux savoir? Ah bah c'est par Marco Faia du coup. Et bah du coup elle était très belle. On continue dans l'univers de Spawn, et je suis désolé parce que du coup je commence par l'univers de Spawn cette fois-ci, avec les autres suites des autres séries qui ont déjà commencé, avec The Scorched, qui comme je vous le dis tous les mois, est un peu le Avengers des Spawn, dans le sens où tous les personnages qui sont liés à l'univers de Spawn, qui ont des super-héros, comme celui qu'on voit là, bah, qui n'est pas un Spawn d'ailleurs, qui est Haunt, mais qui est un personnage avec des pouvoirs dans l'univers de Spawn, ils se réunissent tous dans une sorte d'équipe pour se battre contre des grands méchants aussi. C'est dessiné par Stéphane Segovia, donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours très sympathique, parce que moi je trouve que Segovia, alors parfois il fait des travaux un peu, pas de commande, mais un peu moins, où je trouve qu'il dégage moins de passion, notamment ce qu'il avait fait sur ces Wildcats quand ils avaient été relancés chez DC, où je trouvais que son dessin était sympa sans plus. Mais sur Scorch, je trouve vraiment que pareil, il se surpasse vraiment, que le découpage est bien, que je le trouve vachement créatif dans sa manière de mener les bastons, dans sa manière de faire des chara-design et tout. Et vraiment, je trouve que comme vous le voyez, si vous comparez avec toutes les anciennes séries que je vous ai montrées, ça garde encore une fois l'âme de Spawn dans le trait. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que toutes les séries Spawn ont une sorte de... Même si tous les traits sont pas similaires, ils gardent une sorte de cohérence graphique un minimum. Et j'aime beaucoup, sauf sur Sam and Twitch, mais c'est lié au fait que c'est un polar. Donc pareil, The Scorch, c'est toujours très cool. C'est un peu moins à suivre, je trouve, parce qu'il faut d'abord connaître tous les persos qui forment l'équipe, sinon c'est un peu moins je trouve, d'intérêt. Mais pour quelqu'un qui aime Spawn, ou même quelqu'un qui aime bien juste les récits d'équipe, Scorch, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que je vous conseille beaucoup plus Gunslinger Spawn pour le coup. Et ensuite, je vous présente la série Spawn de base, et on en est au numéro 352, c'est que ça file, hein, c'est toujours en train de paraître aux États-Unis. Et du coup, comme je vous ai dit, Brett Booth, que j'adorais, qui était sur Gunslinger avant, il nous a fait le plaisir d'aller sur la série principale Spawn. Ce qui fait que, en fait, on a exactement l'inverse qui se passe sur Spawn normal. C'est-à-dire qu'avant, on avait un Spawn au dessin qui était beaucoup plus jovial, beaucoup plus joyeux, même si l'histoire n'était pas particulièrement joyeuse non plus. Mais même quand les moments étaient dark, parce que l'histoire allait dark, le dessin de Carlo Barberi faisait que Spawn était un peu stylé, il était dynamique et les bastons étaient puissantes. Mais je trouvais que le dessin était beaucoup moins épique de ouf que maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant que c'est Brett Booth, je trouve que Brett Booth, il a une manière de mettre en page, de mettre en scène ses personnages qui le rendent vraiment épique. Vous voyez, j'ai choisi cette case, pas pour rien, parce que déjà, elle vous spoil pas trop. En plus de ça, je trouve que rien que cette case-là, elle est vraiment épique. Elle vous donne vraiment le ton du style de Brett Booth sur la série Spawn de base. Puis écoutez, Spawn 352, ça suit du coup la suite de Spawn 350 qui était le grand événement. Et c'est toujours aussi cool. Moi, vraiment, Spawn, je sais qu'il y a des détracteurs, des gens qui trouvent que ça dure trop longtemps. Et pour être très honnête avec vous, moi, je trouvais que ça durait trop longtemps entre le numéro 200 et 300. C'était vraiment une période de 100 numéros qui m'avait un peu... que j'ai lu, mais que j'avais trouvé un peu barbant. Mais depuis le numéro 300, moi, je trouve que ça se lit sans déplaisir. En plus, avec les séries annexes et tout, je trouve que ça se marie bien. Et vraiment, en plus de ça, graphiquement, moi, Spawn, j'adore. Et j'adore le personnage, son design, son caractère. Du coup, je suis attaché et je continue. Et vous allez devoir vous taper du Spawn avec moi tous les mois. Désolé pour vous. Ensuite, maintenant qu'on a terminé l'univers partagé Spawn, on repart avec l'univers partagé Transformers, avec l'Energon Universe, avec la suite du deuxième arc de Void Rivals, qui est du coup le numéro 8, qui du coup là va tonnerre battant, quoi. C'est vraiment Lorenzo De Felici, il va à donf dans le côté pareil, dynamique, épique, baston et tout. Je peux pas trop vous montrer d'image parce que là vraiment on arrive à un moment où ça peut vraiment beaucoup vous spoiler. Donc je vous montre juste voilà cette case-là que je trouve très belle. Void Rivals, très sincèrement, parce que je sais que ça va sortir en VF dans pas longtemps et vous avez peut-être pas tous vu la vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. Mais si vous en êtes ici à la vidéo, allez voir la vidéo sur Void Rivals où je vous présente le premier arc, qui est un peu... Enfin, c'est pas ma meilleure vidéo, je vous avoue, je trouve que j'étais un peu vague et flou et pas très pertinent. Mais très sincèrement, Void Rivals, c'est une très très bonne série. Si vous n'avez pas envie de vous dire « Ah, je dois suivre Void Rivals et après, je dois me taper Transformers », c'est pas le cas. Void Rivals, vous allez voir des Transformers dedans, ça va vous sous-entendre que parfois il y a des Transformers... Et l'Energon, c'est l'énergie que les Transformers utilisent. Mais par contre, si vous voulez lire que Void Rivals, vous le pouvez. Et je trouve, à titre personnel, que si vous aimez Robert Kirkman en général, que vous aimez Invincible, que vous aimez Walking Dead, vous allez vraiment trouver des gimmicks de narration et d'écriture dans Void Rivals et vous ne serez pas dépaysé. Et en plus de ça, vous allez avoir un Lorenzo De Felici qui fait vraiment un très bon travail d'univers, de travail graphique sur comment vous montrer l'univers dans lequel ça se passe. Et du coup, je vous le conseille sincèrement, c'est vraiment une très bonne série Void Rivals, même au numéro 8, et j'ai hâte d'être au numéro 9. Ensuite, on avait des séries dérivées, G.I. Joe, qui continue, avec Duke et Cobra Commander. Cobra Commander, c'est la série que j'ai reçue en dernier, j'ai pas pu la lire pour le moment, le numéro 4. Et Duke, du coup, c'est la fin du premier arc aussi. Ce que je peux vous dire, en tout cas de Duke, parce que pareil, ça spoil énormément, je vais essayer de vous ouvrir une page qui vous montre surtout le trait de Tom Riley, que moi,
qui est un dessinateur que je trouve vraiment pertinent. Je vais essayer de vous montrer ça. On va dire comme ça. C'est un dessin très particulier à cheval entre le comics et la BD franco-belge. Mais je trouve vraiment que c'est très réussi. Ça donne une très grosse atmosphère. Je trouve que ça donne vraiment une âme au récit. En plus de ça, vraiment, Duke, c'est un récit qui s'arrête pas, qui vous tient en haleine jusqu'au bout. Du coup, c'est dans l'univers Transformers. En effet, d'ailleurs, ces événements-là débutent à cause, pour le coup, du comics Transformers. Donc là, vous êtes vraiment sur, pour moi, des spin-offs, que ce soit Duke ou Cobra Commander. Vous êtes sur deux récits qui démarrent à cause de Transformers. Donc du coup, vous êtes obligé d'avoir lu Transformers, ça pour le coup. Là, c'est vraiment des récits de complément. Pour autant, j'ai vu sur plusieurs groupes Facebook de comics ou même sur certaines vidéos de personnes, il y en a qui se disent que c'est pas nécessaire, que c'est pas important, que ça les intéresse pas, ils s'en foutent de G.I. Joe et puis même Transformers, c'est pas ouf et tout. Vraiment, l'Energon Universe est très bon. Et je trouve que toutes les séries se marient très bien, se complètent très bien, racontent une grande histoire qui est vraiment très pertinente. Et je sais que ça fait un budget, surtout quand on est en VF tous les mois et qu'on doit se prendre des comics à 17-18 balles pièce. Alors que c'est vrai que quand on les prend numéro par numéro, ça fait 4 $ par-ci, 4 $ par-là, même si quand on les réunit à la fin, sur 5 numéros, ça fait cher, bah tous les mois, c'est beaucoup plus $1 que de payer des comics 18 balles d'un coup. Et du coup, je peux comprendre. Mais vraiment, si vous voulez suivre l'Energon Universe, je vous conseille vraiment, c'est un très bon univers. Je trouve que Kirkman, il fait un super taf. Je trouve que Williamson, il fait un super taf sur ces séries de G.I. Joe un peu dérivées. Je vais essayer de vous montrer un peu le travail de Milana sur Cobra Commander, que pareil, je trouve plutôt bon. Vous voyez, ça ressemble plutôt à ça. Je trouve que ça a un peu un côté aussi Tom Riley, avec un peu moins de traits, un peu plus lisse. Mais c'est plutôt réussi aussi. Et comme vous pouvez le voir, quand vous ouvrez, vous voyez les G.I. Joe marqués ici, pour vous dire que c'est des séries de G.I. Joe. Donc vraiment, c'est deux séries plutôt cool. J'ai pas lu encore le 4e de Cobra Commander, mais les 3 premiers étaient plutôt bons. Et si vous voulez suivre ces spin-offs-là, vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment bien. On attaque du coup le dernier, qui est en général celui qui intéresse le plus de monde, car c'est le nom de la licence, du coup, c'est le plus porteur. C'est la série Transformers. Et là, on arrive au 7e. Donc au 7e, Daniel Warren Johnson n'est plus au dessin, il est que au scénario, probablement parce qu'il n'a pas le temps de réussir à faire un issue par mois, ce que je peux comprendre. Mais pour le coup, il a mis quelqu'un qui a un trait très similaire au sien, qui est Rory Corona. Et c'est toujours Mike Spicer à tout ce qui est la colorisation et tout. Du coup, je trouve qu'on perd vraiment pas ses repères graphiquement. On sent que c'est pas Daniel Warren Johnson. Je trouve qu'il manque c'est très bizarre à expliquer parce que je trouve qu'il manque un tout petit truc qui fait que c'est pas aussi bien que Daniel Warren Johnson. Mais globalement, ça pète d'action, c'est vraiment épique, c'est vraiment ultra dynamique. C'est vraiment le même style à fond, quoi. Il a vraiment pas pris un mec qui est très éloigné de lui. Vraiment, si on vous disait c'est Daniel Warren Johnson, juste c'était un mois où il était vite fait moins en forme, vous y croyez, quoi. Donc vraiment, Transformers, ça continue à être cool, ça continue à être beaucoup de bastons. Et c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à expliquer dans le sens où Transformers, depuis 7 numéros, c'est énormément de bastons, mais il y a quelques moments, 2-3 pages, où l'action va s'arrêter, et d'un coup, ça va vous expliquer l'histoire, ça va vous expliquer l'univers, ça va vous expliquer les relations entre les personnages. Et je trouve que c'est vraiment un super bon travail d'écriture, parce que du coup, c'est ultra dynamique, vous avez envie de suivre la baston et tout, si vous aimez bien les bastons, ça vous tient en haleine. Et en même temps, en quelques pages, Warren Johnson, il arrive à vous créer des liens entre les personnages, de l'amour entre eux, vraiment des vraies relations, que ce soit entre les personnages humains, mais également entre les Transformers. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment une très grande réussite, c'est que cette série, c'est une série sur les Transformers. Vous avez des humains, et d'ailleurs vous allez vous attacher à eux, il y en a 2-3 qui sont vraiment intéressants. Mais vous allez surtout vous intéresser aux relations entre les Transformers, entre les Autobots, entre les Decepticons. Et vraiment, c'est très bien fait. Ça donne vraiment envie de suivre la série pour voir jusqu'où ça va aller, qui va avoir raison, qui va avoir tort. Et en plus de ça, on n'a toujours pas eu, entre guillemets, un grand méchant iconique de la série. Donc pour le moment, là, on est dans l'attente même. Vous êtes vraiment en haleine de vous dire, putain, on en est au 7e et on a des jeux plein de bastons et on n'a toujours pas eu en plus des gros problèmes, quoi. Donc vraiment, tout cet univers que je viens de vous présenter, vraiment, je vous le conseille, c'est très sympa. Et vraiment, quand ça sortira en VF, bah, tentez Transformers, quoi, au minimum, et tentez Void Rivals. Je sais que c'est un coût. Je suis le premier à dire que les comics, ça coûte cher et je le comprends totalement. Mais bon, Urban, franchement, ils font l'effort de tenir le pari avec Skybound, de vous sortir ça. Et j'ai vu qu'en plus, ils font des couvertures variantes, ils jouent le jeu, d'essayer de proposer des choses promotionnelles pour pousser la série. Et même si je sais que beaucoup de gens de prime abord vont se dire, je m'en fous de Transformers, c'est un univers de merde pour les gosses, je m'en fous de G.I. Joe, c'est un univers de merde pour les gosses et tout. Je vous assure, imaginez que ça s'appelle pas comme ça, et vous allez voir que vous allez beaucoup plus aimer déjà le travail graphique et le travail scénaristique de l'univers en entier. Vraiment, c'est un univers que je vous encourage au moins à vous intéresser au moins une fois dans une librairie, ouvrir les pages, lire une page et voir si ça peut vous plaire. Parce que vraiment, je suis vraiment persuadé que Transformers et tout cet univers-là peut intéresser beaucoup de monde parce que c'est vraiment un travail très bien fait par toutes les équipes créatives de toutes les 4 séries. Ensuite,
Et ben le mois dernier, c'était le début du coup du label Ghost Machine officiellement. Je vous avais présenté du coup le numéro introductif qu'on avait reçu il y a 1 ou 2 mois. Et du coup, bah là, on a de nouveau un numéro 1 de Geiger, ce qui commence à faire beaucoup. Hein. Ça fait quand même plusieurs séries Geiger qu'on a de nouveau au numéro 1, c'est un peu relou. Mais bon, là, du coup, on comprend, c'est parce que c'est le nouveau label, donc il le relance au numéro 1. Et écoutez, bah Geiger, c'est toujours bien. On a toujours un côté très stylisé, le personnage principal. Alors, il y a des gens, je sais, qui n'avaient pas aimé la série de base à l'époque, alors que moi, oui. Mais pour le coup, je trouve qu'en plus, ce numéro 1 est encore plus impactant. Pareil, le dessin est vraiment beau, mais après, moi, je suis vraiment fan de Gary Frank et de Brad Anderson. Et je trouve que Geoff Johns, dans ce numéro 1 là, il arrive beaucoup plus à caractériser ses personnages. Et je trouve que le personnage de Geiger est plus rapidement mis en scène de manière empathique. On n'a pas l'impression de juste suivre un mec badass qui raconte rien. Et du coup, vraiment, c'est une série que je vous conseille parce que d'une, pour le moment, au numéro 1, elle est très bien dessinée, elle est très stylée, elle est épique. 2, le travail d'écriture est bien mieux que sur la première série qu'on avait avant Ghost Machine, qui était un très bon galon d'essai et qui d'ailleurs est toujours, entre guillemets, dans l'univers. Hein, ça existe toujours, vous pouvez toujours les suivre. Et enfin, vraiment, c'est une très bonne série, suivez-la, c'est sympa. Et quand ça sortira en VF, hâte de voir si du coup Urban va continuer à la publier. Ensuite, on a du coup des nouvelles séries complètes avec Redcoat, par exemple, qu'on attendait depuis longtemps, hein, avec cette très belle couverture en wraparound par notre ami Bryan Hitch, qui est un dessinateur un peu pour moi Madeleine de Proust, parce qu'il a fait les Ultimates, qui était une série un peu pour moi classique de mon enfance. Et du coup là pareil, on est dans l'univers du coup The Unnamed, vous pouvez le voir ici, comme Geiger. Et là pareil, on va suivre une histoire qui du coup se passe dans l'univers mais bien avant. Et vous allez croiser du coup un personnage qui a beaucoup plus la classe, qui est quelqu'un qui a eu un problème et qui fait que, on va dire, il va vivre éternellement pour une raison inconnue. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas du tout un personnage badass dans le sens comme Geiger ou comme une prochaine série qu'on va voir. C'est vraiment à la base un peu un mec lâche, un peu un anti-héros que vous allez pas trop aimer, un mec un peu qui fait des blagues à la Deadpool. Donc si vous aimez bien un peu l'humour dans les comics, mais en même temps, il va avoir vraiment un travail de rédemption, vous allez le voir avancer dans les âges, et du coup, bah, c'est comme toutes les histoires sur quelqu'un qui vit éternellement. Comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce qu'il va voir le monde, et etc., comment il va vivre sa vie éternelle. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, je trouve que Bryan Hitch fait vraiment un très très bon taf. Encore une fois, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime Bryan Hitch, et je dois dire que je comprends pas trop pourquoi. Parce que j'ai toujours trouvé que même ses travaux qui étaient un peu médiocres, ils étaient jamais moches. Vous voyez, c'est pas comme le dessinateur de Spider-Man qui finit par Junior, je me souviens plus, qui parfois fait des travaux très médiocres, par exemple sur le Superman de Bendis, et que je trouvais vraiment scandaleux. Alors que là, Bryan Hitch, là c'est très bon, et même quand c'est médiocre, je trouve ça au minimum sympa sans plus. Mais voilà, donc Redcoat, c'est sympa aussi. Et enfin, il y a la série que vraiment m'a hypé le plus, celle que je trouve la plus stylée vraiment de très très loin et que j'ai hâte de suivre la suite, c'est Rook Exodus, qui est faite toujours par Geoff Johns, mais qui cette fois-ci est dessinée par Jason Fabok, qui est un dessinateur que j'adorais chez DC Comics et qui malheureusement pour moi dessinait pas assez. Et pour une fois, on a une série où c'est lui qui dessine tout. Et là, c'est vraiment génial, vraiment. Rook Exodus, déjà, c'est une série de SF comme je l'aime, c'est-à-dire que, pour vous faire un petit synopsis, c'est l'histoire de personnes qui sont allées sur une planète pour fuir la planète Terre parce qu'on leur a dit que cette planète-là sera plus viable. Sauf qu'en fait, elle allait être plus viable grâce à un système technologique qui faisait que la planète restait viable. Sauf qu'un jour, le système technologique va s'effondrer. Et du coup, la planète sera plus viable du jour au lendemain. Et du coup, on va demeurer juste des personnes qui, grâce à un casque, vont être connectées symbiotiquement à des animaux. Et c'est le cas, du coup, notamment de Rook, qui, du coup, comme vous pouvez le voir, est connecté, lui, au corbeau. Et en fait, vous allez du coup vivre sur cette planète un peu désolé avec Rook, le voir se mouvoir sur cette planète, voir son origin story, pourquoi il est parti sur cette planète. Il y a un travail d'écriture vraiment très poussé, j'adore le lore. Je trouve qu'en un seul numéro, Geoff Johns et Jason Fabok nous présentent un univers cohérent, une histoire logique, avec des planètes qui sont déjà très identifiables et très identifiées, des races qui sont très logiques sur cette planète-là, parce que là vous vous dites, ah c'est très comme la planète Terre, et au final c'est très logique expliqué dans le lore. Et du coup, on a vraiment la chance d'avoir en plus un travail graphique exceptionnel. Vraiment, genre, j'adore Jason Fabok, je trouve ça exceptionnel. Et vraiment, c'est une série qui, pareil, vous tient en haleine de bout en bout. Quand vous terminez le numéro, vous êtes en mode, putain, il faut vraiment que que je puisse voir la suite. Et en plus de ça, à la fin, du coup, vous avez des petites listes, des petites fiches encore de personnages pour vous donner encore plus d'histoires sur eux, leurs habilités, etc. Et évidemment, du coup, la suite du programme avec quand est-ce qu'il y aura les numéros 2 et toutes les autres séries à venir. Et j'ai hâte d'avoir d'ailleurs First Ghost parce que c'est la seule sur laquelle on n'a eu pas beaucoup d'informations et ça peut être très très sympa. Donc ça c'était pour Ghost Machine et c'est un label que j'aime beaucoup et que je vous conseille. On va passer maintenant à DC Comics et ça va aller un peu plus vite
parce que j'ai pas lu tous les numéros. Donc c'est-à-dire que là, Poison Ivy, pour le coup, bah lui je l'ai lu. Ça reste pour moi la meilleure série chez DC quasiment qui existe pour le moment. Sauf que les mois précédents, je trouvais que Takara était un peu moins bon dans le dessin. Je trouvais parfois, je voyais beaucoup de moments où je trouvais ça très laid. Alors que là, bah non, on repart sur des très bonnes bases. Le numéro est très bon. Graphiquement, il n'y a aucun moment qui me choque vraiment. Et je trouve qu'on a de nouveau des moments vraiment très arty dans le dessin et dans la colorisation. Donc, j'ai rien à dire. Le numéro est très bien. L'histoire continue à être très cool. Là, on arrive à la fin d'un arc en plus qui présente ses origines. Et on a des apparitions de Batman, etc. Des très bonnes interactions avec le reste du Batverse. Donc, Poison Ivy, ça continue à être bien. Ça continue à être une super aventure à la fois féministe, mais en même temps même une aventure universelle d'une femme en quête d'elle-même, en quête c'est ça, elle est en quête d'elle-même, elle se cherche elle-même et c'est très intéressant à voir d'un point de vue purement psychologique et ça, c'est à la fois très psychologique, très philosophique, mais en même temps ça a beaucoup d'action, ça raconte beaucoup de choses d'ailleurs sur le lore général de Poison Ivy. Donc vraiment je vous conseille la série parce qu'elle existe en VF, je crois il y a 3 tomes à ce jour-là et c'est vraiment une super série. Ensuite, je vais vous présenter Batman numéro 146 que je n'ai pas lu parce que je dois vous avouer que le run de Zdarsky, pour le moment, je l'aime vraiment pas beaucoup et il y a des grandes chances qu'à la fin du run, je vende tout ou que je le donne dans une boîte à livres. Donc, pour le moment, depuis le numéro 144 ou 145, je sais plus, je crois, depuis le numéro précédent, depuis le numéro 145, depuis le nouvel arc, j'ai pas suivi l'histoire, donc je peux pas trop vous dire pour le moment ce qu'il en est, c'est peut-être bien. Par contre, bah, j'aime bien la couverture, ça c'est ce que je peux vous dire. C'est une couverture normalement qui est faite par Yasmine Putri, qui est celle qui a dessiné le comics Dark Knight of Steel, qui est sorti en VF également. Et de ce que je peux voir à l'intérieur, en tout cas, Jorge Jiménez, bah écoutez, au dessin c'est toujours sympa. De toute façon, Jiménez c'est toujours bon au dessin, c'est jamais le dessin de Batman qui est un problème. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire et n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous le lisez et si vous aimez bien parce que moi pour le moment du coup j'ai pas trop d'avis sur ce qui se passe en ce moment. Ensuite on attaque avec Titan numéro 10 et là on arrive vers la fin pareil d'un arc. Mais cette fois-ci, bah moi personnellement j'ai toujours bien aimé le dessin de Lucas Meyer parce que c'est vrai que parfois on avait d'autres dessinateurs, on avait Redondo et Sampere qui arrivaient de temps en temps mais là on l'a pas, on a Lucas Meyer. Mais ça reste très épique, je trouve que c'est un côté justement Tom Riley qu'on a vu tout à l'heure sur G.I. Joe, sur Duke. Et personnellement, j'aime bien son Nightwing, j'aime bien ses personnages, j'aime bien leur interaction, j'aime bien la mise en page. Je trouve que ça a vraiment un très bon côté et pour le moment, la série se suit bien. C'est pas quelque chose d'incroyable. Genre oui, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais Titan, c'est pas incroyable pour du Taylor, c'est surcoté, gna 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 gna. » Qu'on s'entende, Titan, c'est pas incroyable. Par contre, c'est très sympathique. Ça va pas vous allez pas vous facepalm tous les 3 secondes parce qu'il y a des trucs qui se passent qui sont complètement incohérents. C'est pas longuet à l'écriture et au dessin, c'est jamais moche. Donc moi, très franchement, Titan, j'aime bien. Au début, en plus, l'event Beast World qui est arrivé au bout de 2 numéros, il m'avait un peu gonflé, mais au final, l'event au global est plutôt bon. Donc non, vraiment, Titan, c'est une bonne série. Son seul défaut, c'est qu'en VF, elle sort que dans des gros volumes à 30-35 balles, et ça, c'est chiant. Mais par contre, en soi, la série est plutôt bonne. En parlant d'ailleurs de séries que j'avais pas aimé au début et que j'aime beaucoup plus maintenant, on attaque Wonder Woman, qui effectivement est une bien meilleure série qu'au départ, parce qu'au départ, ça se traînait du cul, il faut se le dire. Ça se traînait du cul pour nous raconter une histoire qui, en plus de ça, n'était pas non plus d'une originalité folle quand on parle de Wonder Woman. Parce que oui, on voyait où voulait en venir Tom King, mais il faut dire que c'était pas d'une subtilité folle, quoi. C'était vraiment avec des gros sabots que ça voulait rentrer. Sauf que parfois, on se tapait des pages. Alors, si jamais vous voulez pas être trop spoilé, je vais pas trop vous raconter l'histoire, mais parfois, on se tapait vraiment des cases entières où, malgré le fait que le dessin derrière de Sampere était sublime, il y avait tellement de dialogues qu'on voyait rien et le dialogue ne racontait rien. Le dialogue vous racontait ce que vous voyez, en fait. Un peu comme dans Spawn, d'ailleurs, parfois. Sauf que dans Spawn, bon, ça me fait moins chier parce que Todd McFarlane, il vous raconte ce qui se passe en genre 2 lignes. Alors que Tom King, lui, il vous le raconte en 12 lignes et du coup, vous avez vraiment une case comme ça, si vous voulez, genre sur la page, et vous voyez rien. Alors que là, bah écoutez, ça commence à être un peu mieux. Déjà, niveau dessin, c'est toujours ultra stylé par Sampere, vraiment pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une Wonder Woman aussi bien dessinée, aussi forte, aussi badass, aussi épique, aussi... Voilà, vraiment, elle est pas sexualisée du tout, mais en même temps, vous voyez qu'il l'a pas rendue laide ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est juste une femme belle, mais en même temps très forte, qui est pas sexualisée, qui est épique, qui est badass, qui se bat. Et vraiment, je trouve que le découpage est très sympa. Alors, comme je vous disais, on retrouve quand même souvent, hein, même dans ce numéro, le côté très bavard de la série et les petites cases bleues qui sont vraiment très chiantes à lire. Mais faut dire que là, la série avance vraiment beaucoup plus. Elle va vraiment beaucoup plus de l'avant. Du coup, vous êtes beaucoup plus entraîné dans l'histoire en elle-même. Et du coup, bah, vous aimez, enfin, je trouve la série de plus en plus agréable. Voilà. Malgré le fait qu'elle garde ce côté un peu relou encore aujourd'hui pour moi de blablabla.
qui n'est pas inutile. Attention, parce que je suis pas en train de dire qu'une série, quand elle est trop bavarde, elle est nulle. Ce que je dis, c'est que là, dans notre cas, c'est un peu nul. Parce que vraiment, c'est du blablabla qui vraiment très souvent vous raconte pas grand chose. Alors de temps en temps, oui, une fois sur 4, ça va vous raconter des choses intéressantes pour l'histoire générale et pour les pensées de Diana ou quoi. Mais vraiment très souvent, c'est des choses, vraiment c'est du bavardage pour bavarder et c'est lourd à lire. Voilà, c'est lourd à lire et en fait quand vous lisez un numéro de Wonder Woman, vous voyez, si je fais une comparaison, j'ai l'impression que quand je lis un numéro de Wonder Woman, j'ai lu 10 numéros de Gunslinger Spawn. Alors c'est probablement que Gunslinger Spawn, ça parle peut-être pas assez non plus. Mais bon, il y a quand même un écart qui est beaucoup trop élevé. Mais sinon, pour être parfaitement honnête, au début, je trouvais ça vraiment très rébarbatif. Alors que là, je trouve ça un peu chiant, mais pas beaucoup. Et je trouve que l'histoire avance vraiment beaucoup plus, que le dessin de Sampere est toujours aussi beau. Et que au final, j'aime quand même beaucoup la Wonder Woman qui nous présente. J'aime bien les messages qu'il veut nous faire passer, même s'ils sont pas du tout subtils. Et du coup, je continue la série parce qu'au final, je la trouve plutôt quand même sympathique à suivre. Ensuite, on est sur The Outsider, que j'ai pas lu ce numéro-là, parce que je l'ai reçu il y a pas longtemps. Mais comme je vous le dis tous les mois, c'est toujours une très très bonne série, très très innovante, très très particulière, que je m'attendais pas à lire au départ quand j'ai pris le numéro 1. Et au final, j'ai kiffé les 5 premiers numéros. Et j'ai aucun doute sur le fait que je vais kiffer le 6e. Et en plus de ça, le dessin, en plus, pour un comics, on va dire, mineur, il est toujours plutôt bien. J'aime bien la mise en page. Je trouve que chaque numéro, en plus, comme ça parle de quelque chose de différent, et il y a un délire différent qui vous est raconté graphiquement. Ça peut se passer dans l'espace, dans un univers dimensionnel parallèle, dans les sous-marins, dans un désert. Et vraiment, graphiquement, c'est très très riche. Donc, Outsiders, vraiment, c'est une bonne série. Je vous la conseille, même si j'ai pas lu le numéro 6, mais j'ai aucun doute que ça me plaira. Et je vous dirai probablement ça le mois prochain. Enfin, on va parler d'un comics que là, j'ai pas lu. Mais juste pour vous montrer du coup que j'ai pris les 2 couvertures qui se complètent, même si elles se complètent pas parfaitement, ou alors c'est que Superman il a un visage gigantesque. Mais c'est pas grave, voilà, parce que en effet, on va commencer un event dans l'univers de Superman qui, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos VO, est vraiment, pour le moment, on vit probablement mon Superman préféré depuis Superman Rebirth, c'est-à-dire depuis quasiment presque, je vais dire quasiment 10 ans, mais c'est un peu moins, peut-être 7. Parce que vraiment, le Superman, il est trop cool. Déjà, l'histoire, elle est trop bien. Lex Luthor, il est trop bien. Tout ce qui se passe, c'est trop bien. Les dessins sont trop bien. Et là, pour le coup, l'event House of Brainiac arrive au bon moment. C'est pas comme Titan où l'event, il arrive au bout de 2 numéros. T'as à peine commencé, il y a déjà un event, faut acheter 250 000 numéros différents. Là, il arrive pile poil au moment où un arc s'est refermé juste avant. Donc vraiment, vous voyez, comme vous pouvez le voir, si je vous mets pas les couvertures qui brillent, ça rend comme ça. Vous voyez, clic. Et donc du coup, faut acheter du coup en parallèle Action Comics et Superman pour suivre l'histoire, mais pour le coup c'est pas très grave. Moi par exemple, je suivais pas Action Comics particulièrement, je suivais que Superman, mais vous n'êtes pas paumé. Juste vous avez des numéros au-dessus pour vous repérer. Et vraiment là, c'est trop bien quoi. Déjà au dessin, on a toujours Rafa Sandoval et voilà. Je sais pas s'il vous faut autre chose, vraiment c'est super stylé. Voilà. Il suffit pas de grand chose, hein, vraiment. Je l'ai pas lu encore, hein, mais je sais de base que je vais trouver ça trop bien. Parce que j'ai adoré la série jusqu'ici, je la trouve vraiment super, je trouve que c'est la meilleure série Superman que j'ai eue depuis très longtemps. Et pourtant, je trouve que Superman, pour le moment, il a eu beaucoup de bons runs, hein, parce que même quand c'était Philip Kennedy Johnson, je trouvais ça sympa. Mais vraiment, Superman, c'est vraiment super cool. Et donc, je vous conseille la série qui sort d'ailleurs en ce moment en VF dans Dawn of Superman. Je vous conseillerais cet event-là, à mon avis, mais je ne l'ai pas encore lu, donc on ne sait jamais. Et globalement, je vous conseille tous les comics Superman qui vont sortir en ce moment, parce qu'ils sont vraiment super bien. Et on attaque enfin du Marvel, parce que oui, comme vous savez, moi je suis pas un grand fan de Marvel, donc j'en achète pas beaucoup. Donc j'achète globalement que l'univers Ultimate. Et on attaque avec Ultimate X-Men, qui est le numéro 2. Alors, le numéro 1, il avait laissé beaucoup de personnes, on va dire, dubitatifs. Parce que c'est vrai que le numéro 1, il était à la fois long et court, dans le sens où il était long en termes de pages, c'est le premier numéro, mais vous le lisiez en 5 minutes. Alors, spoil, le deuxième, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il est un peu long d'un point de vue nombre de pages. Enfin, on remarque qu'il y a un nombre de pages standard. Par contre, il se lit très très vite. C'est très peu bavard, Peach Momoko. Par contre, je trouve que vraiment, Ultimate X-Men, c'est une série où elle s'améliore énormément en storytelling visuel. Et c'est très agréable. Déjà, après, d'un point de vue purement graphique, là, on est sur une question subjective. Des gens adorent, d'autres détestent, je sais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, et c'est totalement leur droit. Je sais que Max Faraday, par exemple, il aime pas beaucoup Peach Momoko. Et je peux comprendre, parce que c'est un style vraiment particulier. Moi, personnellement, j'aime bien. C'est un style, je trouve, qui se marie bien avec son univers à elle, avec sa narration. Et personnellement, j'aime bien son découpage, et j'aime bien la manière dont elle raconte ses histoires.
Qui plus est, son Ultimate X-Men, il a une grosse vibe un peu horrifique que je trouve sympathique. Et la fin du 2, pour le coup, vous annonce que dans le 3, il va se passer vraiment quelque chose qui va développer l'histoire. Donc c'est un peu comme si vous voulez, comme ça mène Twitch, c'est un peu long à démarrer. Mais par contre, c'est sympathique graphiquement et vous voyez le potentiel quand vous le lisez, quoi. Vous dites pas, c'est nul, ça raconte rien, j'ai l'impression que ça va nulle part. C'est que vous vous dites, ça va quelque part, ça vous hype un peu, ça vous donne une sorte de petit teaser de la suite. Et vous avez hâte de lire du coup le numéro où ça va vraiment exploser et que l'histoire va vraiment démarrer à balle. Donc X-Men, pour le moment, c'est beau, c'est sympathique, mais ça démarre pas encore. Mais c'est pas nul, comme parfois j'entends. Ensuite, on va parler d'Ultimate Black Panther. Qui pour le coup, alors pareil, il y a des gens qui trouvent ça d'un classicisme fou et qui trouvent ça nul ou qui trouvent que ça ressemble trop à l'univers 616. Alors, très franchement, sûrement. Mais pour tout vous dire, moi Black Panther, en comics, je m'en tapais un rein total. Donc j'en ai jamais lu un. En Terre 616. Néanmoins, du coup, comme j'en ai jamais lu un, je vois pas en quoi c'est pareil que la Terre 616. Et en plus de ça, je trouve que la série est très bonne. Je trouve que le dessin de Caselli est très bon. Je trouve que la relation entre les personnages est très bien établie, qu'on est très vite attaché à tout le monde et que du coup, on aime beaucoup T'Challa très rapidement. Et que même quand il y a des scènes d'action, c'est très très dynamique. Il y a aussi un truc tout con, c'est que ce petit carcan à chaque fois qui vous fait une sorte de résumé des numéros précédents, je l'aime bien. C'est très bizarre parce que vous savez, quand on a beaucoup de comics VO comme moi, parfois on oublie vite fait des petits détails et tout. Et parfois, juste de lire ce petit carcan, ça vous remet dans la tête ce qui s'est passé avant. Vous allez me dire que plein de comics font ça. Et oui, mais pas de cette taille-là. Souvent, c'est genre deux lignes et c'est tout. Là, vraiment, je trouve que ça vous permet vraiment de bien vous remettre dans l'ambiance avant de relire du coup ce numéro-là. Et vraiment, je trouve que c'est une bonne idée éditoriale. Puis en plus de ça, comme je vous ai dit, l'histoire est vraiment cool. Pareil, ça avance un peu lentement, ça c'est vrai. Le numéro avance lentement. L'histoire démarre lentement, mais vraiment là en 3 numéros par exemple, j'ai déjà rencontré plusieurs personnages, je sais déjà plusieurs protagonistes et plusieurs antagonistes. Il n'y a pas la grande baston qui a commencé, il n'y a pas la grande péripétie qui a commencé, mais on m'a bien mis en place l'univers et pour moi au bout de 3 numéros, c'est déjà ça le plus important. Ultimate Black Panther, c'est pour le moment pour moi du bon. Et maintenant, on va parler de la série phare, celle qui n'est pas que bonne, mais est tout simplement exceptionnelle. C'est la meilleure série Spider-Man depuis facile 15 ans. Et encore 15 ans, peut-être même plus, parce que moi, je pense que depuis que Straczynski a terminé son run, c'est la meilleure série Spider-Man qui existe sur le marché. Même si je pense que pour le moment, je la préfère à celle de Straczynski, même si celle de Straczynski est très bonne. C'est Ultimate Spider-Man, le numéro 4. Donc tout d'abord, celui-ci, il est beaucoup plus posé. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, boum, c'est beaucoup moins épique que les 3 précédents. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les 3 précédents étaient tellement épiques, tellement dynamiques, ça allait tellement à fond la caisse pour vous raconter l'histoire, que heureusement que ce 4e, au bout d'un moment, se pose pour vous raconter un peu de la psyché des personnages, et notamment de Mary Jane, et aussi d'un autre personnage qui arrive dans ce numéro que je ne vais pas vous spoiler. Ce qui est très bien, c'est que du coup, après 3 numéros où vous êtes beaucoup attaché à Peter Parker et beaucoup aux enfants, et beaucoup moins à Mary Jane parce qu'elle apparaissait mais très peu, et là, du coup, vous allez vraiment vous attacher à elle, la trouver plutôt cool, plutôt classe, vous allez être attaché du coup à sa relation avec Peter, etc. Et donc ce numéro, pour moi, est une franche réussite parce que du coup, il comprend, si vous voulez, à quel moment il faut se poser pour raconter quelque chose de plus intime. C'est pas comme Transformers où lui, il le fait par numéro. Là, c'est vraiment genre d'un coup, vous avez 3 numéros qui allaient super vite et là, le 4e est beaucoup plus lent, alors que Transformers, c'est dans un numéro que ça se passe. Mais globalement, c'est la même idée. C'est-à-dire que vous avez 3 numéros qui sont allés à balle, qui vous ont raconté une histoire super stylée, épique, un Peter Parker novateur qui vous donne envie de vous attacher à lui avec un nouveau contexte qui est vraiment super hypant. Et au numéro 4, pause, on va vous raconter qui c'est MJ, on va raconter comment elle réfléchit, ses relations avec Peter Parker, comment Peter Parker réagit dans la vie de tous les jours. Et du coup, vraiment, Ultimate Spider-Man 4, c'est un très bon numéro, très introspectif, qui est vraiment très sympathique à suivre et à lire. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, j'adore toujours autant l'univers Ultimate. Et on termine avec le numéro 2 de Dawn Runner, qui est un comics qui a été annoncé par iComics dans son nouveau label iGraphics, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, parce que très sincèrement, si là ils nous font pas un format de ouf malade, format franco-belge ou je sais pas quoi, un peu à la Urban, c'est un vrai scandale, parce que ce serait vraiment gâcher ce dessin incroyable de Evan Kagel, que je trouve vraiment sublime. C'est un travail exceptionnel de mise en page, de dessin, de coloration, et vraiment, Dawn Runner, c'est super bien. Le premier numéro, très sincèrement, je trouvais que tout le long, tout le début du premier numéro était un peu, on va dire, conventionnel, dans le sens où vous aviez limite l'impression de lire un comics Pacific Rim, quand vous relisiez le premier numéro. Et en fait, quand vous arriviez dans les 2 dernières pages, il se passait un truc, et là vous disiez, ah oui, putain, en fait, c'est pas du Pacific Rim, et c'est ultra intéressant, vivement le 2e numéro.
Là, on est au deuxième numéro, et très sincèrement, c'est plus bavard, ça vous raconte beaucoup plus de lore, mais du coup, c'est là que vous vous rendez vraiment compte que c'est pas du Pacific Rim. Ok, c'est du Kaiju Ega, c'est sûr, c'est certain. Il y a une énorme vague Kaiju Ega, une énorme vague justement Pacific Rim dans le style d'histoire que c'est. Mais par contre, ça vous raconte vraiment quelque chose de très différent. Et vraiment, comme je vous dis, le dessin est exceptionnel. Le numéro 2 est un peu plus lent, un peu plus bavard, un peu plus, voilà, pareil, contemplatif, comme vous montre d'ailleurs cette première page. Mais pour le moment, les deux premiers numéros de Dawn Runner, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et vraiment, iComics, alors je sais que vous n'allez pas voir cette vidéo de toute façon, mais au cas où vous la voyez, on ne sait jamais par miracle interposé, faites un grand format sur ça. Parce que vraiment, ce serait vraiment un gaspillage de faire un format comic standard comme vous avez fait sur le Zoé Torogood précédent. Ce serait vraiment dommage parce que vraiment, il y a un potentiel fou pour réussir à faire percer ça au-delà de la BD de comics américain. C'est-à-dire que je vois pas pourquoi du Mathieu Bablé en grand format avec le dos toilé et tout, ça fonctionne quand vous faites du carbone et silicium. Et pourquoi Dawn Runner en grand format avec un dos toilé, si vous le mettez en mode label 619 version iGraphics, pourquoi ça cartonnerait pas, étant donné le sublime objet que ce sera et le sublime intérieur qu'il y aura. Donc voilà, Dawn Runner, en tout cas, c'est vraiment très beau. C'est une histoire pour le moment très hypante. Et c'était tout parce que c'était le dernier. J'espère que ça vous a plu. Il y en avait vraiment beaucoup ce mois-ci et il y en aura encore plus le mois prochain. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus ils augmentent. J'ai hâte qu'il y ait des séries qui s'arrêtent, je vous avouerai. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle série vous suivez, quelle série vous ne suivez pas. S'il y en avait que vous voulez me recommander d'ailleurs, n'hésitez pas aussi. Alors, il y a un autre comic qui s'appelle The Last Mermaid qui était sorti. Je voulais pas présenter ici parce que je pense que je vais vous faire une vidéo globale sur The Last Mermaid parce que vraiment, c'est une série un peu coup de cœur pour moi. Et donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et une bonne matinée. Tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo qui aura duré quasiment 40 minutes. C'est la plus longue de la chaîne, je pense. Voilà. On se dit à la prochaine. Lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics. Et si vous le pouvez, des comics en VO. Tchuss tout le monde!